Théodore, tu réalises des films depuis la fin des années 90 à peu près, après des débuts dans l'illustration et notamment comme affichiste. Et on peut dire que ton œuvre est principalement constituée de courts-métrages d'animation, une animation dite d'auteur. Donc c'est un terme sur lequel on reviendra au cours de la discussion. Et bien sûr, tu as aussi réalisé quelques œuvres en prise de vue continue, et notamment un long-métrage qu'on devrait avoir la chance, on l'espère en tout cas, de découvrir l'année prochaine. Voilà, alors, pour commencer cette rencontre, on s'est dit que le mieux, le plus intéressant, c'était de commencer par vous montrer un film. Donc on va vous montrer un film assez court, qui dure un peu plus de 3 minutes, qui est un film réalisé en 2005, qui est une de tes premières collaborations avec l'Office national du film canadien. Voilà, le film s'appelle Tower Bower, et je vais le lancer dans une toute petite seconde. Et voilà, merci. La révolution commence maintenant. Après ça. On prend les fusils, on attaque
le Parlement français ou quoi. On va se contenter peut-être d'attaquer le sujet. Moi, j'avais envie de vous montrer ce film parmi les nombreux films qui sont assez passionnants dans ton travail. C'est parce que on voit, je trouve, la manière dont tu vas t'inscrire dans l'histoire de l'art, dans ton travail en tant que cinéaste d'animation. On voit tout de suite la manière dont tu t'inscris dans l'histoire de l'art. J'avais envie un peu qu'on parle de ça en préambule. Je ne sais pas si je m'inscris dans l'histoire d'art en faisant des citations, mais mon but dès le début, en commençant de faire d'animation, c'était que j'ai voulu que je fasse des films que personne d'autre ne fait dans l'animation. J'ai voulu vraiment qu'on change la perception d'animation, comment on les voit. Vous savez, même quand il s'agissait d'animation comme... si on parle des films d'auteurs d'animation qui sont existés depuis longtemps, depuis le début du siècle ancien, en commençant par Fernand Léger, Man Ray et toutes les grands artistes, en passant par Hans Richter et Fischinger et toutes les autres, l'animation, même avec l'existence de cet artiste-là, était conçu et vu toujours comme quelque chose pour entraîner les gens, comme entertainment. Parce que, bien sûr, il avait eu toujours les grands studios qui sont voulu gagner d'argent avec images qui se bougent, images qui a une âme, parce que c'est ça, ça veut dire ça, l'animation. Donc, j'ai voulu pousser cette direction encore et encore et encore, qu'on change la perception des gens que l'animation, c'est pas un genre, mais c'est une art particulière qui est très, très proche d'art plastique, qui est très proche du cinéma, oui, mais c'est quelque chose de complètement différent, qui ne peut pas mettre dans aucune autre classification. Et ça, c'était toujours mon but. J'ai voulu jamais que mes films se montrent dans la galerie d'art. Le festival, pas nécessairement, c'est mon place pour montrer mes films. Ça fait partie du circuit, bien sûr. Mais j'ai voulu toujours que mes films soient plus accessibles et plus démocratiques. Mon rêve était qu'on projette mes films sur les bâtiments, sur les grands murs, comme les graffitis, sur l'Internet, gratuit, sans être payé. Parce que j'ai toujours cru que c'est l'art plus démocratique. En faisant de l'animation, on peut vraiment changer pas seulement l'animation lui-même, mais le monde entier. Ça, j'ai cru toujours à ça. Et je vais me battre pour ça jusqu'à au bout du souffle. Hein? C'est ça que je crois. C'est un postulat assez fort. Et est-ce que... on peut dire au bout d'une vingtaine d'années, c'est quelque chose auquel tu crois encore et qui te semble d'autant plus juste aujourd'hui? Oui, bien sûr. Moi, j'enseigne beaucoup. Je voyage dans beaucoup des universités. Avec le Covid, ça s'est arrêté un petit peu. Et ça s'est arrêté mes activités de professeur invité. Mais dans chaque université que j'ai visitée, j'ai essayé de donner aux gens l'énergie, la puissance, qui puisse continuer, qui puisse changer les trucs en faisant de cette image animée. Et ça ne veut dire pas nécessairement qu'on va faire la révision avec chaque film qu'on fait. On peut faire le changement en rencontrant notre histoire personnelle, dans une façon qui touche les gens, qui nous fait plus empathiques. Et ça, c'est à cause que, vous savez, avec les outils qu'on a maintenant, l'animation se fait très facilement. On a besoin juste d'un ordinateur, une idée, rien d'autre. On n'a pas besoin de gros budgets, on n'a pas besoin d'un studio d'animation gros, même on n'a pas besoin de subventions. Pendant la Covid, quand toutes les subventions ont été arrêtées, je me suis assis et j'ai fait 3 films indépendamment sans $1, sans aucune subvention. Juste pour que je puisse exercer cet art, pour que je puisse le montrer aux gens
Et ça a encore continué parce que moi j'ai commencé comme ça. Mon premier film d'animation en fait c'était dans les années 99. C'était tout à fait indépendant. Je l'ai posté sur une page web. Dans l'époque, il n'y avait ni YouTube, ni le streaming, tout ça. Il avait un site qui s'appelait Animation Express, qui était le premier. Et moi, j'étais une des premières. Ils m'ont commencé à mettre mes films sur cette page-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Sur Internet, avec un format flash dans lequel le max était de mettre un film 1 minute, parce que l'Internet, c'était poche, ça n'a pas marché, c'était Internet qui est passé par le téléphone. Donc les fichiers doivent être très minimes, très petits, avec un langage très minimal, presque réduit de ce qu'on peut faire. Maintenant, je crois qu'on vit dans un âge d'or d'animation, avec tous les outils, avec toutes les possibilités, avec tous les streamings qu'on a. Moi, je ne crois pas qu'on doit être des snobs ou d'être au-dessus du média. On peut distribuer notre film, notre image partout. N'importe si c'est la galerie d'art, n'importe si c'est dans le bâtiment, n'importe si on le projet, n'importe s'il s'agit d'installation, de VR, des autres outils de distribution, ça pourrait être dans votre téléphone. Ça, pour moi, tous les médias sont permis sans aucune interruption. C'est ça qu'en fait, parfois, les gens me disent, mais écoute, comme ça, tu vas jamais être un artiste qui être payé. Parce que personne ne veut acheter tes œuvres s'ils sont gratuits, s'ils sont partout. Et je dis, ça c'est mon but. Mon but c'est de distribuer mes œuvres à large scale, pas d'être payé et pas d'être regardé comme un bâtiment, pas de faire partie de l'agence immobilière. C'est ça que je crois. Et d'ailleurs, je vous invite à aller regarder. On trouve effectivement la plupart des films de Théodore Houchef sont en ligne, soit sur le site de l'ONF, donc qui est l'Office du film canadien, soit sur effectivement YouTube, Vimeo. Voilà, donc on les trouve très facilement pour la plupart. Je peux vous dire, ajouter que ça correspond avec la place dans laquelle je travaille, l'Office national du film. Ça, c'était créé comme une boîte de propagande dans les années 40. Quand le Canada, il avait une certaine sympathie vers l'Allemagne nazi. Et George Grayson, qui a créé la boîte, a dit, moi je vais changer la perception, je vais la mettre sur le bon côté. Il a réussi. Pour 3 ans, il a réussi de changer la perception des Canadiens qui doivent s'allier aux Américains, aux Russes, même s'ils ont été deux côté des communistes, vous savez, il avait une perception que le communisme c'est quelque chose de très mal et très méchant, avec ou sans raison bien sûr, mais il a réussi de changer la perception. Et il a fait ça en montrant les films gratuits, en se promenant entre les villes, avec une petite caravane, avec un projecteur. Il montrait des films de guerre, des films de propagande, des films d'animation. Et c'est comme ça était créé le premier film abstrait de Norman McLaren, qui il a gratté sur la pellicule en faisant des films qui n'étaient pas non narratifs, mais qui servaient aussi de la propagande. C'est ça qui est intéressant. Donc, l'artiste au service de propagande, en fait, le film que vous venez voir, c'était le même. C'était la même perception. Artiste au service de propagande. Et quand la propagande avale l'artiste. Parce qu'un jour, plus tôt ou plus tard, ça arrive aussi. Ça, c'est le risque. Et toi, tu n'as pas peur de ça? J'ai peur, oui. J'ai peur, mais j'espère que mon intuition va me garder éloigné de cette peur, de cette fragilité, de cette truc. Alors, quand on regarde ton travail, on a vraiment l'impression que tes films naissent souvent de rencontres, que ça peut être une rencontre avec une idée, avec une personne. Je pense au film Les Journaux de Lipset sur le réalisateur Arthur Lipset. Ça peut être avec un livre, comme Vaïcha l'aveugle ou avec Physique de la tristesse, qui sont des livres de Georgi Gospodinov. Et voilà, donc il y a une rencontre, il y a quelque chose qui est à l'origine de ton envie de faire des films.
Toujours, oui. Moi, je dois vous dire que moi, je ne peux pas inventer des histoires. Tous les films que je fais sont basés sur des histoires qui existent déjà. Soit les biopics, soit les biographies de quelqu'un, ou soit des journaux comme le film Le journaux d'Ellipset, qui est basé sur la vie d'une cinéaste qui souffrit de maladies mentales. Et c'est devenu un film d'écrit, de perception vers les gens qui souffrent de bipolarité, de dépression, tout ça, parce que dans l'époque, quand il était traité, il était considéré comme schizophrénique. En fait, il était seulement bipolaire. Et ça, c'est détruit comme artiste. Et c'était un grand talent. Et ça, c'est pas juste lui qui fait souffrir de ça. Soit par un livre comme les livres de Georgi Gospodinov, même si je fais des films très abstraits, il commence toujours par un film. Par exemple, Drugsflug, ça a été basé sur après que j'ai lu le film de Herbert Marcuse. L'homme unidimensionnel. L'homme unidimensionnel. Gloria Victoria, j'ai lu le livre de Francis Fukuyama à la fin de l'histoire. Mon film plus abstrait, troisième page après le soleil, c'est fait après un répertoire de pages jaunes ou une page téléphonique, on peut dire. Même j'ai fait un film à partir d'un dictionnaire anglo-français, un dictionnaire des guerres. C'est ça qui est intéressant, de terminologie des guerres. Il y a eu un dictionnaire comme ça, franco-anglais. Le dictionnaire de guerre pour les militaires. Donc, toujours, je fais mon départ par quelque chose qui existe. Parce que moi, je crois que les histoires sont toujours... les plus intéressantes histoires sont les vraies histoires. Les histoires qui existent déjà. Bien sûr, après ça, je l'utilise comme un trampoline dans lequel je commence d'ajouter, d'utiliser mon fantasme, de corriger, découper, d'ajouter des trucs. Mais la base, c'est toujours mon point de départ, ma gare centrale, c'est toujours la petite histoire qui existe déjà. Un article dans les journaux peut susciter mon création. Mais le départ d'un film aussi. Quel est ton rapport du coup au cinéma documentaire? Tu as cette fibre-là de faire quelque chose qui est un peu documentaire, même si c'est de manière détournée? Oui. Je peux dire documentaire, mais dans une façon aussi de M. Grierson, qui disait que, peut-être je vais citer beaucoup John Grierson ce soir, je m'excuse pour ça, mais aussi il a cité que moi je prends les faits et je l'utilise dans le service de mon idée. En fait, quelque chose disait aussi Tsvetan Todorov, qu'on a cité beaucoup cette semaine-là, qui disait que comme la mémoire, c'est le remède du mal, on pourrait utiliser la mémoire, pas pour recréer le passé, mais pour être juste et pour créer une future plus éclairée, plus humaine, plus empathique. Donc, c'est souvent qu'on utilise les faits qu'il existe, mais on les transforme dans une façon qu'ils servent notre idée, notre message. Pour moi, le message, c'est très important. Et ça, c'est lié toujours au médium d'animation. Comme Marshall McLuhan disait, le médium is the message, le média, c'est le message. Moi, je crois aussi. Donc, comme mon média, c'est l'animation, je sais que j'espère qu'il existe une façon de créer un nouveau langage dans lequel on peut transférer notre message dans une façon plus facile vers le public, plus directe. Et le court-métrage, ça m'aide, parce qu'on peut transférer un message dans 2 minutes, hein, et qui va percer, pas seulement le cerveau, mais d'aller dans le cœur des gens, de se faire sentir des émotions, sans devoir dépenser du temps de lire, par exemple, un gros roman ou quelque chose comme ça. Par exemple, le physique de la tristesse, quand je travaillais sur ce film avec Georgi, je lui dis, écoute Georgi, moi je veux faire un film sur ton livre, mais je vais le changer à mon propre histoire. Je vais l'utiliser à service de mon histoire. Parce que je veux faire un message dans 30 minutes. Et ce film-là, c'est
pour les gens qui vont jamais lire ce livre, peut-être, ou qui sont lus et qui veulent découvrir un autre aspect, de voir le livre sur un autre côté. Dans cet aspect-là, peut-être moi j'ai réagi comme un illustrateur. Donc je prends le texte et je fais des illustrations, mais l'illustration qui fait pas le miroir du texte, mais qui ajoute plutôt. Il ajoute des sensations, il ajoute des émotions, qui est le plus important pour moi, les émotions dans un film que j'ai fait, et qu'il ajoute des couches sur cette histoire-là. Quitte à y mettre, comme tu disais, des éléments personnels, notamment dans Physique de la tristesse, tu racontes que tu t'es senti en fait une certaine affinité avec certains éléments du film et que quelque part tu avais l'impression que ça racontait aussi des choses qui t'étaient personnelles. Donc, dans la Physique de la tristesse, il y a cet aspect-là et il y a d'autres films dans lesquels tu as mis des éléments intimes, même si le spectateur ne peut pas forcément le savoir ou pas forcément le voir, mais c'est vrai que dans un film comme Vaïcha, c'est ta fille que tu as dessinée qui fait le personnage principal de Vaïcha. Voilà, et il y a même des films dans lesquels tu as utilisé ton sang. Oui, c'est vrai. En fait, c'est vrai, je me suis rendu compte, moi je n'ai pas pensé de ça, je me suis rendu compte quand j'ai dessiné le premier visage de Vaïcha, et je dessinais, et ça sortait toujours le portrait de ma fille. Je ne sais pas, peut-être je l'ai commencé parce qu'elle me manquait beaucoup. Je l'ai fait à une résidence à Fontevraud. J'étais très loin d'elle. Mais ça sortait toujours le portrait des filles. Aussi, j'ai utilisé aussi le portrait de ma fille pour le film Rossignol en décembre. Qui, en fait, c'est elle qui est le portrait aussi. On peut jouer après quelques minutes aussi. Oui. Voilà, c'est elle. Voilà Vaïcha. Mais c'était juste une photo en fait. Enfin, je voulais vous montrer quelques images du film pendant que Théodore parlait. Donc là, on voyait Vaïcha. Vaïcha, c'est un cas particulier. J'ai voulu avec ce film de faire le message, c'est le film plus simple que j'ai jamais fait. Pour que je trouve un public qui n'est pas nécessairement le public qui regarde mes films. Quelque chose qui est plus léger, quelque chose qui est plus accessible. Donc c'était ça le cas avec ce film-là. Peut-être je ne vais jamais faire un autre conte comme celui-là. Peut-être je vais faire, je ne sais pas encore. Mais même dans ce film, je ne pourrais pas m'arrêter de mettre quelques images politiques. Vous avez vu l'image avec les policiers, avec la mal du monde, avec le Weltschmerz qui nous entoure. Donc voilà. Et est-ce qu'il y a... En fait, la question que je me posais, moi, c'est à quel moment tu te dis, voilà, ce livre ou cette rencontre ou ce personnage, ça va faire un film et surtout, j'ai envie de passer un certain nombre de temps avec. Je pense notamment à Lipset, qui était un personnage qui était un peu lourd à porter pendant plusieurs années. Pour Lipset, je me souviens, ça m'arrivait que j'ai vu une lettre qui était dans les archives de Cinémathèque québécoise. Dans cette lettre-là, il y avait une adresse, et c'était l'adresse du bâtiment dans lequel, quand je suis venu vivre à Montréal, j'ai habité. Et après ça, je me fais découvrir l'art de cet cinéaste quasi oublié, et je me dis, peut-être c'est une destin de faire un film sur lui. Et le destin, c'était une coïncidence, je ne sais pas si c'était bon ou pas, mais quand je faisais le film, les gens me disaient, mais écoute, ça va être dur de vivre dans la tête de quelqu'un qui s'est fait suicider. Et en fait, ça, c'était le challenge plus difficile à faire. Je me suis sorti à peine. À la fin, mon producteur me disait, il me disait juste, stay away from the yellow rope. Donc c'était vraiment quelque chose. Moi, les gens me disent que moi je suis, vous savez, cette définition method actor, qui est genre Lee Strasberg, dans lequel l'acteur se met dans le pas des personnages dans lequel il joue. Moi, je me mettrai absolument 100% dans le personnage qui j'anime.
Et j'ai commencé à agir, de penser comme Arthur Lipset pendant quelques années pour que je puisse rentrer dans sa tête, qu'est-ce qui s'est passé. Et ça, c'était le danger. Donc moi, je suis méthode animator aussi. Mais c'est fini, c'est bien fini. Plus tard, ce qui était intéressant pour lui, il était nominé pour un Oscar dans les années 61. 4 ans plus tard, moi aussi, j'étais nominé pour un Oscar, mais pas avec ce film-là. Avec le suivant. Avec Vaïcha. Avec Vaïcha. On parlait tout à l'heure de la question de l'animation, et c'est vrai que quand on parle d'animation, c'est toujours un petit peu la tarte à la crème de parler de technique. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était pas de parler de technique pour parler de technique, c'était plutôt de ton utilisation de chaque technique au service du sujet. Parce que tu as des techniques différentes, des fois des techniques assez anciennes, comme la peinture à l'encaustique dont on va pouvoir parler dans un instant. Est-ce que tu veux qu'on regarde d'abord ou est-ce que tu veux d'abord parler un petit peu de tes choix, toi, sur chaque technique par rapport au film, ou est-ce que tu veux qu'on regarde le petit documentaire? Je vais te dire juste quelques mots. Pour moi, la technique, c'est le secondaire. Le style d'un film qui je fais, c'est le secondaire. Moi, je vais mettre toujours en service d'image, en service de mon concept, de mon histoire, de mon message. Si je dois utiliser une technique qui est juste avec quelques lignes, je vais faire ça, si ça va transférer mieux mon message. Si je dois dessiner un caustique, qui est peut-être la technique plus dure à faire une animation, la plus ancienne, je vais le faire. Et même si ça va me coûter 5 ans, comme j'ai dépensé 5 ans de dessiner mon dernier film, Physique de la tristesse. Donc n'importe quoi le prix, et n'importe quoi la technique, et n'importe quoi le style aussi. J'adore de transférer et de changer mon style en service de mon idée. Donc en ce sens-là, j'ai aucun ego d'artiste. Moi, j'ai un certain style de dessiner quand je fais mes peintures, bien sûr, mais quand je commence à faire un film, je transpose mon style au service d'image. Pour que l'image soit plus claire et le message plus vivant et plus lourd et plus vocalisé, plus fort. C'est ça. Et ça, c'est aussi le cas avec la technique d'acoustique. On va y parler, je pense. Peut-être on va montrer le film documentaire qui était fait sur la création de ce film. Oui, il y a un documentaire. On va vous le passer sans le son, comme ça, Théodore peut... Parce que moi, je vais le commenter. Voilà, ce qu'on voit à l'écran. Ça, c'était mon boîte, mon atelier à Office national du film. C'est comme ça, tout le film est créé dans une bande titre. Chaque scène est dessinée sur un papier sur qui je vais mettre du cire d'abeille et du paraffin. Ça, c'est une table chaude. Donc, je vais mettre le cire du paraffin et du cire d'abeille et je mélange avec du pigment. Et je commence à dessiner. Le plus dur, c'est la première image. Pour le film Physique de la tristesse, bien sûr, j'utilisais beaucoup de technologies pour que certaines couches restent sèchent moins. En tout cas, ça, je vais fondre la cire d'abeille avec le table chaud. C'est celui-là qu'on utilise quand on fait de crêpes ou des gaufres. Avec une sèche de chevaux, je commence à modifier. Parce que ça fait diluer et fondrir l'image. Et comme ça, je fais une image, je fais filmer et je le change. Après ça, j'efface et c'est comme ça que je fais le mouvement petit à petit. Donc, toutes les images que vous voyez dans le film sont disparues. Aussi, j'ai repassé mes images parfois pour faire plus la couleur plus douce, moins texturée aussi. Donc, voilà. C'est comme ça que ça crée l'image, image par image. Donc, chaque image se fait disparaître. Le seul qui reste, c'est le dernier.
Et pour moi, c'est le plus important, ce qui reste une image. Parfois, si j'ai eu besoin de détruire l'image, de toutes les scènes, ça restait rien. Voilà, ça c'est le mouvement du train. Comme ça, je faisais pendant 5 ans, c'était extrêmement dur, parce que j'ai eu mal à dos, mal aux yeux, j'ai eu des larmes qui coulaient tout le temps, parce que quand même, ça fait sentir le cire, mais même si c'était une cire bio, si tu passes 6 jours. Mais par contre, mes collègues sont beaucoup aimés de passer à côté de mon atelier, puisqu'ils m'ont dit que ça sent l'église. Ils me disent, tu fais tes bougies dedans, tes chandeliers. Ils passaient, ils disaient, ça sent bon, c'est comme dans l'église à côté de moi. J'ai senti aussi comme une chapelle, cet endroit-là. Qui était sombre, parce qu'il ne devait pas avoir de lumière, il n'y avait pas de fenêtre. Et ça c'était dur. Mais je vais vous dire quelque chose, je ne me suis jamais senti si heureux dans ma vie en faisant de ce film-là. C'était une harmonie parfaite pour moi. Ça. Dans l'esprit, dans le cerveau, dans le corps, tout ça, c'était un bon exercice. J'étais comme un sportiste qui faisait son exercice chaque jour avec ça. Et tu disais que donc les films t'imposaient un peu, voilà, tu étais prêt à prendre la technique qui était au service du sujet. Et alors là, pourquoi en fait tu as eu envie d'aller chercher cette technique? Il y a une technique à l'origine très ancienne, puisque c'est les Égyptiens qui ont inventé. C'est les Égyptiens. Oui, c'est les capsules du temps. Les premières capsules du temple, mon film c'est une capsule du temple. Les premières capsules du temple c'était aussi des sarcophages des Égyptiens. Vous savez, là ils ont enterré des objets de sa vie avec qui ils ont vécu, qui sont restés à cause de ça. C'est comme un musée. À cause de ça, on connaît maintenant la vie des Égyptiens parce qu'ils ont été enterrés dans cette pyramide et tout ça. Et mon film, c'est aussi, j'ai enterré tous les objets que j'aime, j'ai enterré mes histoires, j'ai enterré mes mémoires. Et je me disais, mais oui, sur les sarcophages des Égyptiennes, il y avait un portrait qui était fait avec cette technique acoustique. Il s'appelle le portrait de Fayoum, parce que le Fayoum, c'est le village dans lequel il y avait plusieurs portraits qui ont été trouvés, ils sont 100 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant 22 siècles, l'image reste intacte. Les couleurs ne sont pas diluées, ils sont frais comme le portrait était fait hier. Il n'y a pas de changement de texture, tous sont restés intacts. Donc c'est la technique plus durable du temps, qui repasse du temps. Et je l'utilise dans une façon qui est plutôt éphémère, parce que dans mon film, aucune dessin ne reste. Il ne va pas rester. Il va rester juste en forme digitale, qui est peut-être le plus éphémère aussi, parce que les formes digitales, vous savez, tout ça va disparaître. Hein. Tous les films qui se font maintenant, ils n'existeront plus, parce que le digital, c'est le plus, c'est juste pour maintenant. C'est pas comme la pellicule. Si les films digitales ne sont pas transférés sur pellicule, ils vont disparaître dans quelques années, où les nouveaux logiciels et de nouveaux médias ne seront pas capables de les faire jouer. Ça m'est arrivé, j'ai dit ça parce que ça m'est arrivé, mes premiers films que j'ai fait en 99. 10 ans plus tard, j'ai essayé de faire ouvrir et je n'ai pas réussi. Donc, il reste encore, j'ai fait une copie sur une cassette bêta. Et grâce à ça, je peux le récupérer. Donc, il existe une outil physique. Et c'est pour ça qu'ils sont sauvés. Mais je ne peux pas l'ouvrir avec aucun logiciel maintenant, parce qu'ils sont été dans un format Flash qui n'existe plus. Le logiciel a été acheté par Adobe, après ça ils ont changé beaucoup. Donc le nouveau logiciel qui est successeur de Flash ne peut pas ouvrir les derniers fichiers qui sont venus de 99. Voilà, ça va s'arriver le même avec les films digitales dans quelques années. Donc on doit toujours retransférer l'image, le médium, dans un autre outil qui est plus récent, de fait de backup et de fait des archivages tout le temps, pour
pour que si on veut quelque chose qui reste après nous. Ceci dire, on doit réagir comme la capsule du temps. La première capsule du temps qui était faite en imitation des sarcophages, des capsules du temps égyptiennes, ils ont été faits en cette façon-là. Ils ont mis un projecteur, ils ont mis des pellicules, mais en même temps, ils ont mis un générateur d'électricité pour nourrir ce projecteur. Donc, ils ont pensé que pour montrer quelque chose dans quelques années, les gens vont besoin de quelque chose pour faire jouer. Donc, toute la ligne logique était reconstruite dans cette capsule du temps. J'ai utilisé la même façon pour construire mon histoire, la dramaturgie de mon film. J'ai mis tous les outils qui sont besoin pour les gens qui comprennent qu'est-ce que je voulais dire, pour comprendre mon message. En commençant, par exemple, c'est pas juste le projecteur, j'ai mis tous les outils pour qu'ils puissent, les gens lire ce que je voulais dire. Voilà. Donc tout est codé, il y a des petits indices parsemés dans tout le film. J'espère que les gens les voient et ils peuvent les suivre. Parce que pour moi, c'est très important. Hein, que les gens me comprennent. Même, je ne peux pas dire que c'est important que les gens me comprennent. Pour moi, c'est plus important que les gens sentent mes films. Qu'ils les prennent avec son estomac, pas avec son cerveau. Son estomac et le cœur, c'est plus important que le cerveau. S'ils agissent dans une façon secondaire, donc les gens sortent du cinéma et ils commencent à penser « Ok, j'ai rien compris de ce film-là, il m'a resté des traces dans mon émotion. » Ça, pour moi, c'est réussi, le film. C'est ça qui compte. C'est pour ça que tu passes plus par justement des éléments cinématographiques, le rythme, la musique, le montage, que par des éléments de dialogue ou même des voix off. Bon, il y a quand même des voix off dans les derniers films, mais il y a plusieurs films où il n'y a pas de voix off, il n'y a rien du tout auquel se raccrocher, uniquement du langage cinématographique. Contrairement à beaucoup de films qu'on peut voir qui sont parfois presque du théâtre filmé, en fait, en prise de vue continue. Oui, même les voix et le texte, j'utilise parfois comme une son, comme la musique, sans aucun sens particulier. J'adore jouer avec les mots dans une façon que peut-être parfois compréhensif, mais qui est plus étrange, qui me serve l'idée. Ça, c'était le cas avec les journaux de Lipset. Dans ces films-là, les mots et les sentences ont presque aucun lien une avec l'autre. Il n'y a pas un lien logique entre les sentences. Dans le physique de l'électricité, je suis devenu plus narratif. Peut-être c'est à cause des livres de Gheorghi, qui est pas mal narratif aussi. Mais dans d'autres films, s'il y a des voix, ça joue un rôle secondaire. C'est comme une musique. C'est ça qui m'intéresse, la musique. Pour moi, c'est très important et j'essaie d'utiliser les voix humaines comme une musique. Tu utilises aussi beaucoup de musique, des musiques fortes, enfin, qui aussi génèrent beaucoup d'émotions. Ça, c'est la façon plus facile de faire du cinéma, parce que la musique a déjà une construction. C'est un bâtiment qui est très solide, qui a été construit, vous savez, spécialement dans la musique symphonique. Il y a toujours trois morceaux, trois parts dans lesquelles ils ont fait jouer une allegro, un adagio par exemple. Et tout c'est en harmonie, une après l'autre. Et ça, comme ça, si on fait un film qui a été créé sur une musique, spécialement des grands compositeurs, on a déjà la construction et on a déjà le rythme qui est le plus important. Parce que dans le cinéma, le plus important, le plus difficile, c'est de créer un rythme. La notion du temps, que les gens ne s'ennuient pas, c'est très important pour moi. Moi, je déteste que les gens s'endorment dans mes projections. Si ça se passe ça veut dire que mon film, ça pourrit. Hein. Même si c'est le plus beau film du monde, si les gens s'endorment, c'est foutu. Vraiment. Je crois à ça. Le contraire de Béla Tarr, qui fait des films absolument sublimes devant lesquels il est très difficile moi j'adore Béla Tarr. C'est le plus grand maître du cinéma peut-être contemporain. Moi j'ai regardé récemment le Santan Tango pendant 8 heures, pendant la nuit, et je ne me suis pas endormi. Donc il est une maître.
Si j'arrive un jour de faire un film de 8 heures qui est encore que les gens peuvent regarder sans s'endormir, je vais être très, très heureux. Très, très heureux. Oui. Oui. C'est quand même un peu un challenge. Mais effectivement, un jour, on va y arriver, oui, j'espère. On va y arriver, oui. Mais Bellatar, il faut le voir sur grand écran pour ne pas s'endormir, oui. Vraiment. Imaginez 8 heures d'animation, ça va prendre... J'espère que j'ai une autre vie devant moi. Oui, on parlait de rythme, justement, et dans tes films, le rythme, il vient aussi énormément du montage. C'est des films qui sont super découpés, parfois c'est vraiment des montages très très cut avec plein d'images et avec parfois des images dans l'image avec des jeux de surimpression. Enfin, tu joues vraiment beaucoup là-dessus et je pense qu'il est effectivement assez compliqué de s'endormir devant. Oui. Je coupe très serré, hein, je sais, mais ça, il y a aussi une raison pour ça. J'aime que les gens ne sont pas sûrs ce qu'ils sont vus quand ils regardent le film. Donc, ils pourraient se retourner. Et comme mes films sont mis en ligne et tout ça, ils se montrent plusieurs fois. S'ils regardent plusieurs fois, ils voient des trucs différents chaque fois. Et ça devient un autre film. Et c'est pour cette raison-là, je ne laisse pas beaucoup l'œil de se reposer sur une image. C'est comme une succession des images, de cadres très, très vite, très saccadés, qui fait même inconfort aux gens qui les regardent. Et ça, c'est mathématiquement estimé. Hein, quand je fais mon montage, vous savez, c'est un truc vraiment technique. Si vous coupez une image qui est plus courte de votre respiration, votre perception commence que vous vous sentez inconfortable. C'est comme je vous fais courir sans bouger. Donc, une cadre, ça doit être comme la respiration, comme ça, 7 secondes. Mais si je vous fais très court, ça vous fait que votre respiration commence d'être plus vite. Et comme vous avez la sensation que vous courez. Et donc ça m'aide de faire courir. Donc ça me fait l'effet que les gens commencent à se sentir un petit peu à la fin des films que j'ai fait. Et ça c'est cherché, ça c'est voulu aussi. Oui. Alors on avait prévu de regarder Rossignol en décembre, qui va parfaitement avec ce que tu viens de dire. Parce qu'il y a effectivement cette idée d'oppression et de course effrénée. C'est ma fille, oui.
parfois, je me rends compte que peut-être je fais... Ah, merci. Je me dis parfois que peut-être je fais les films si courts pour qu'ils puissent me servir en faisant mes leçons de propagande devant les jeunes étudiants dans les universités autour du monde. Parce que comme ça, vous savez, les leçons et les classes de maîtres sont toujours un petit peu ennuyantes. Moi, je vois toujours les étudiants qui commencent à s'endormir, de regarder ses téléphones, tout ça. Donc, quand je mets un de mes films très courts avec la musique très forte, il se fait comme... Et comme ça, je peux transférer au moins quelques messages pendant qu'il se réveille, et après ça, il retombe encore une fois. Donc, c'est là. Je me sers de mes films pour mes classes de maîtres. Dans cette façon-là. Manipulatif. Alors maintenant, on voulait vous proposer, si vous avez des questions, de manière très rapide, parce que malheureusement, nous avons peu de temps devant nous, mais si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, c'est le bon moment. Levez la main, j'ai un micro, je peux me précipiter vers vous pour vous tendre le micro, dans le respect des gestes barrières. Alors, pas de questions, non? Vous êtes sûr? Ah, ça y est, quelqu'un se... Alors, j'essaie de courir vers vous. Vous êtes un dessinateur incroyable, donc c'est totalement frustrant que rien ne reste, ou très peu reste. C'est un choix délibéré? Oui. Oui. Je préfère de rester comme ça, dans une façon plus éphémère. Vous savez, moi j'ai un problème, je ne sais pas, profond avec le monde de l'art contemporain. Je dessine beaucoup, je garde mes images, mais je ne veux pas que mes dessins sont exposés dans les arts, dans les galeries. Je ne me trouve pas à l'aise dans les galeries. Pour plusieurs raisons. Donc je préfère que, si je dois montrer mon art, je préfère que ce soit projeté, que ce soit mis en une projection ou quelque chose comme ça, pour que ce soit plus démocratique, plus vu partout. Vous savez, sinon ça reste juste dans la collection de quelqu'un, et c'est, par exemple, avec une reproduction plus ou moins juste. C'est juste dans ma tête. Hein. Pour l'instant, j'évite de me jeter dans le monde d'art contemporain. J'ai répondu à votre question? Oui? Ça va être plus facile comme ça. Puisqu'il nous reste que quelques minutes, moi j'avais envie de te parler de ta cinéphilie, puisque quand on regarde tes films, on voit pas mal de références par-ci par-là, beaucoup de films. Tu nous as dit que tu aimais beaucoup Béla Tarr, je pense que tu aimes aussi quelqu'un comme Tarkovsky, enfin voilà, des auteurs comme ça. C'est évident, oui. Voilà, alors quelques mots sur ta cinéphilie. Évidemment, c'est Arthur Lipset, mon auteur préféré. Si vous n'avez pas vu ces films, il faut absolument les voir. Ils sont très importants pour l'histoire du cinéma. Même, ils sont juste 3 films de court-métrage pour l'histoire d'art aussi. J'adore les films des premiers artistes, de Fernand Léger, de Man Ray, les films abstraits. J'adore les films de Maya Deren, absolument, de Stan Brakhage, de Fischinger aussi. Les films qui sont un art absolu. Bien sûr, pour le mainstream qui j'appelle, même ils ne sont pas mainstream, j'adore le film de Bergman, de Nouvelle Vague française. Bien sûr, Tarkovsky, c'est une héros pour moi. Et voilà, c'est des cinéastes bulgares. Binka Jelaskova, si vous n'avez pas vu, c'est une
C'était une opportunité de voir le film de Binka Jelaskova. J'espère qu'on va faire une rétrospective avec Sophie dans les prochaines années à la Cinémathèque et à La Rochelle. Donc vous allez avoir une autre opportunité. Moi, j'adore de regarder les films des cinéastes obscurs qui ne sont pas très populaires, qui ne sont pas reconnus. Comme ça me donne une fenêtre vers un monde qui n'existe pas pour beaucoup de monde, mais qui est très important pour moi. Parce que je trouve que les idées plus importantes se trouvent dans les œuvres des gens qui sont été pas connus, qui n'ont jamais eu du succès. Ça, j'aime beaucoup de cette approche-là. J'adore le film de Kenneth Anger aussi. Ils sont fous. Aussi de Chantal Akerman. C'est magnifique, là. Est-ce qu'il y a l'idée aussi pour toi de pousser le cinéma quelque part, de repousser les limites du cinéma aussi en t'inspirant de ces auteurs-là, en les regardant et en disant le cinéma, ça peut aussi être ça et c'est tellement vaste et tellement plus riche? Oui, c'est ça que je crois. Moi, je crois que le cinéma, ça pourrait être fait partie de l'art contemporain très important, qui c'est pas entertainment. Moi, ça, c'est mon idée. Hein. Si je me battrais pour ça, pour que je fasse que l'animation, le cinéma en général, c'est pas que de entertainment. Ce n'est pas juste ça. C'est une art puissante qui ça vaut la peine d'être regardé, créé, de sentir et de suivre. C'est ça m'aide. Et il y a aussi l'idée voilà, qu'on ne doit pas rejeter non plus, dès que le cinéma est un petit peu atypique, on le catégorise un peu facilement en cinéma expérimental. Et alors toi, tu expérimentes, mais tu ne fais pas de cinéma expérimental. Non, je n'aime pas cette expression cinéma expérimental. C'est quoi l'expérimente? Chaque film, il a une expérimentation dans le cinéma. Le principe, la substance du cinéma, c'est de faire expérimenter, d'essayer de nouveaux trucs. Même les films de Marvel, on peut dire le film expérimental, hein, parce qu'il expérimente avec les outils, avec les logiciels, avec les technologies, tout ça. Je n'aime pas cette... Je préfère plutôt une autre définition cinéma d'art ou cinéma conceptuel, peut-être. C'est beaucoup plus juste pour moi comme définition. Oui, parce que sinon, il y a l'impression que le reste du cinéma n'expérimente plus et donc il est déjà un peu mort, ce qui n'est jamais très réjouissant comme idée. Oui, si on utilise cette définition, on rentre dans une classification déjà orthodoxe qui enlève immédiatement la définition. Hein, parce qu'il y avait dans une époque quand les gens sont classifiés, le cinéma expérimental, juste les films qui ont été faits avec l'émotion du film, tout ça, juste la position des films, une des autres. Donc je pense que c'est passé. Ça nous met dans un côté très, très orthodoxe, très fermé, si on utilise ça. En fait, le cinéma pourrait être... Moi, j'adore, par exemple, les films qui sont faits avec votre téléphone. C'est pour ça le cinéma, c'est le plus démocratique maintenant, parce qu'on n'a plus besoin de moyens de créer ça. Moi, je prends mon téléphone et si j'ai une idée, je peux faire le film plus magnifique au monde juste dans quelques heures. Et ça va marcher. C'est juste d'avoir l'idée de rencontrer une histoire. Ça donne tellement la puissance du cinéma. Moi, j'aime beaucoup le cinéma qui s'est créé par son désir de créer, par son expression vite, inspiration très instantanée, je peux dire. Pour ça, j'adore les films qui ne sont pas très élaborés, qui sont imparfaits, mais qui sont justes. Pour moi, ça c'est le plus important, d'être honnête dans son art. Mais ce n'est pas juste dans le cinéma, je trouve ça en livre, en art contemporain, d'être honnête et juste de soi, même c'est le plus important. Maintenant. Personnel, le côté personnel, c'est toujours la formule gagnante d'art. Je crois.
Mais je pense que nous allons terminer sur cette très belle formule, puisque malheureusement, voilà, notre séance touche à sa fin. Je vous remercie encore toutes et tous d'être venus. Merci beaucoup Théodore. Merci. Voilà. Et je vous annonce juste qu'il va y avoir un petit quart d'heure avant la dernière rencontre qui va